Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h48, voilà les grands débats du matin ce matin avec nos deux invités. Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure, directeur du département intelligence stratégique de Sifaris, société de conseil spécialisée dans le domaine d'investigation numérique. Et puis Jean-Michel Fauvergue est avec nous, député La République En Marche de Seine-et-Marne, et commissaire général de police et ancien chef du RAID entre 2013 et 2017. Et ce livre que vous avez écrit avec Thierry Orozco, GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces, aux éditions Mareuil Éditions. Oui, avant de voir la menace en fait terroriste, et puisqu'on peut apprendre de ce procès peut-être sur l'organisation, etc. Vous, Jean-Michel Fauvergue, on reviendra tout à l'heure dans un quart d'heure avec vous sur cette soirée, mais aujourd'hui, alors que s'ouvre en fait le procès, vous avez en mémoire justement aussi ces images du 13 novembre. Bien évidemment, ce sont des images qui s'en vont pas d'ailleurs. Hein. Je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Vous étiez patron du RAID à l'époque. Oui, j'étais patron du RAID et donc je suis rentré au Bataclan avec les colonnes d'assaut du RAID, et c'est des images qui ne s'oublient pas, qui ne s'en vont pas des esprits et qui sont toujours rappelé parce que il y a les commémorations, parce que l'ouverture de ce procès, etc., etc. Et on se plonge dedans. C'est difficile d'y échapper, quoi. Oui, bien sûr. Alors, on l'évoquait tout à l'heure avec notre invité politique. Est-ce que ce procès, Éric Delbecq et Jean-Michel Fauvergue, va être l'occasion véritablement de voir d'un peu plus près l'organisation et le fonctionnement des terroristes à l'époque, et puis peut-être de nous éclairer sur ce qui se passe en fait potentiellement encore aujourd'hui? Oui, sans aucun doute, parce que c'est un moment de grande explication et puis de résultats de procédure et d'un gros travail qui a été fait sur une situation qui est particulièrement complexe, parce que on est sur des attentats qui sont particulièrement hybridés, c'est-à-dire que vous avez à la fois une implication de Daesh, si tant est qu'on peut arriver à définir Daesh comme une structure, mais c'est un débat qui nous amènerait trop loin, de gens situés dans notre propre pays, avec des articulations qui ne sont pas simplement, comme on l'entend souvent, de commanditaires exécutants. Daesh n'est pas un État, moi je le répète souvent, c'est une organisation qui tient à la fois l'organisation criminelle, du proto-État, tout ce qu'on veut, mais en tout cas il y a des responsabilités qui sont très mêlées, il y a un fonctionnement opérationnel qui est assez inextricable, et donc c'est le moment de faire une espèce de grand résumé ou d'apprendre des choses, donc c'est un grand moment de clarification. Oui, de clarification. Vous attendez beaucoup de ça aussi, Jean-Michel Fauvergue, en dehors donc de ce que peuvent attendre aussi les parties civiles, mais de mieux comprendre comment cela fonctionne, vous qui êtes aussi spécialiste évidemment, puisque vous avez écrit justement ce livre, hein, comme le disait Cécile, deux patrons face aux nouvelles menaces, quoi. Oui, bien sûr, j'en entends beaucoup, et j'ai un peu plus de renseignements que, j'allais dire, le commun des mortels dans ce domaine-là. L'intervention, je l'ai vécue, donc ça, c'est quelque chose qui ne m'échappe pas. Mais même si on a du renseignement sur ce qui s'est passé avant, moi, j'attends beaucoup effectivement de ce mécano qui s'est mis en place avant, et comme le disait Éric, qui est quelque chose d'hybridé entre ce qui se passait à l'extérieur, avec un terrorisme importé de l'extérieur, et ce qui s'est passé à l'intérieur de notre pays, avec un terrorisme endogène aussi. On a cette formule hybride-là, et je pense que ce procès-là doit être capable de faire cette différence-là. Moi, j'en attends beaucoup pour savoir comment les choses se sont passées en amont. J'en attends beaucoup aussi pour arriver à comprendre, je dirais presque humainement, comment des individus qui au départ à leur naissance sont comme vous et moi, pour certains sont nés en France, ont donc les mêmes chances que leur offre la République. Comment ces individus vrillent, hein. Qui c'est qui les fait vriller, qui c'est qui a travaillé sur leur esprit, sur leur mental pour en arriver à ces massacres, à ces horreurs-là, quoi. Et il y a encore pas mal de points noirs aussi, par exemple d'où viennent les armes, on ne sait toujours pas aujourd'hui d'où viennent ces armes. Effectivement, c'est une façon aussi de
Effectivement, il y a quelques points noirs dans cette enquête-là. Certains le demeureront. Hein. Ne faisons pas d'illusions parce que c'est difficile. L'enquête a été extraordinairement difficile. Et on doit féliciter dans cette enquête-là les enquêteurs de la section antiterroriste de la Direction centrale de la police judiciaire, de la DGSI, de la PP aussi. Et surtout, on doit aussi féliciter les gens de la police technique et scientifique qui eux, sont restés sur place pour faire les constatations dans ce charnier et c'est quelque chose de terrible pour eux. Oui, ça c'est vrai. Éric Delbecq, comme Jean-Michel Fauvergue, vous, qu'est-ce que vous attendez précisément sur des points d'organisation peut-être de cette structure à l'époque, même si on connaît quand même un petit peu globalement quoi. Oui, quels sont les manques quand vous lisez l'immense littérature, documentation qu'il y a sur le sujet, c'est toujours pas extrêmement clair. Alors ça rejoint un peu ce que disait Jean-Michel. La manière dont ça fonctionne exactement, la part d'initiative de chacun. Oui. Il faut se rappeler, encore une fois, contrairement à ce qu'on entend parfois, que les terroristes en question avaient aussi une part d'initiative par rapport à Daesh. C'est-à-dire qu'ils donnaient des idées, ils essayaient de participer à la construction. Ça peut être intéressant de savoir jusqu'à quel point il y a cette capacité d'initiative. Et pourtant, il y avait quand même on a retrouvé des documents montrant qu'il y avait un certain nombre de points qui étaient prévus. Donc tout ça, il y avait quand même une organisation derrière. C'était orchestré. Tout à fait. Mais j'allais dire que c'est un travail, le mot est toujours surprenant quand on l'applique à Jean-Michel, c'est un travail d'intelligence collective. Si vous voulez, nous, en occidentaux, on conçoit nos modèles de manière très pyramidée. Il y a un chef, des sous-chefs, des exécutants. C'est une galaxie qui agit de manière plus complexe, parce que ce qu'il y a à l'œuvre, c'est une idéologie. Ouais. Donc, essayer de comprendre comment ça fonctionne, les liens aussi avec la criminalité. Ouais. Il y a une chose qu'on a appris avec le procès de Charlie Hebdo, bon, ayant été l'ancien directeur sûreté de Charlie, ça m'intéressait particulièrement, c'est à quel point finalement tout ça est également métissé. Vous avez une partie de criminalité qui nourrit, qui intersecte, qui peut éventuellement fournir du matériel, de l'armement, vous avez des petits trafiquants. J'en profite pour faire une parenthèse, c'est un petit coup de pied rendu aux gens qui à une époque nous expliquaient quand vous aviez des islamistes ou des frères musulmans dans une banlieue, c'était très bien parce que ça empêchait la criminalité de naître, inversement, l'un excluant l'autre. On se rend compte qu'en fait, quand vous avez une espèce comme ça de territoire qui échappe à la République, tout ça est très largement métissé. Et ce genre de procès fait aussi ressortir cette hybridation entre criminalité et phénomène islamiste. Donc c'est intéressant aussi que ce soit rendu public parce qu'un grand procès comme ça est aussi toujours le moment où on peut communiquer sur un certain nombre d'éléments liés au phénomène djihadiste. Est-ce que ça veut dire rapidement qu'en termes d'éducation, c'est un procès à montrer à des enfants ou... Enfin, je ne sais pas s'il a montré, mais en tout cas, pour notre éducation collective, je pense que c'est très bien. Et ça montre également à tous les islamistes que le terrorisme est jugé, et deux, qu'on n'a pas peur et qu'on ne va pas se réfugier sous le alors le terrorisme est jugé, mais il y en a certains qui disent oui, mais pour les terroristes, c'est l'occasion justement d'avoir une tribune. Quoi. Alors moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est-à-dire que de toute façon, on est dans un climat général, et ça, il faut le dire aux gens, hein, on est en période, dans une année d'élection présidentielle, il y a ce qui se passe en Afghanistan, merci la politique américaine depuis un certain nombre d'années, on a la loi renforçant les principes contre le séparatisme, on a la nouvelle loi anti-terreau. Si vous voulez, le procès, effectivement, le procès qui n'est qu'un des éléments. Donc, on va vers une phase, effectivement, de risque important. On avait eu des menaces claires qui ont donné lieu à une instruction au préfet. Il ne faut pas se cacher ça. Dans un instant, une auditrice qui est avec nous, c'est Jacqueline, je crois, qui est en ligne avec nous. Bonjour, Jacqueline. Oui, bonjour. Quelle est votre question? Et puis, on la posera à nos invités dans un instant. On vous retrouvera. Quelle est ma question? Bon, là, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Bon, alors, Jacqueline, je vous propose de faire une petite pause. Il y a des infos, en fait, dans un instant. Et on se retrouve pour affiner, en fait, toutes les questions, parce qu'il y en a énormément. Et nous rejoindra également dans ce studio Fadila Maroufi aussi, qui est directrice de l'Observatoire des fondamentalismes à Bruxelles. Elle sera avec nous parce qu'elle va venir aussi, bien sûr, participer à ce procès. Et comme Jacqueline 0826 300 300, vous pouvez bien sûr participer à ces débats. Ensuite, on revient dans un instant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h04, merci d'être avec nous. Vous voulez témoigner, 0826 300 300. Nous étions en ligne tout à l'heure, il y a quelques instants, avec Jacqueline, qu'on va prendre dans quelques instants. Et nous sommes avec Jean-Michel Fauvergue, député La République En Marche de Seine-et-Marne, commissaire général de police et ancien patron du RAID entre 2013 et 2017, co-auteur de ce livre GIGN RAID, deux patrons face aux nouvelles menaces, paru chez Mareuil Éditions. Éric Delbecq est avec nous aussi, expert en sécurité d'intérieur, ancien patron de
de sûreté de Charlie Hebdo, et ce livre aussi, Les Silencieux, aux éditions Plomb, à lire absolument les deux. Et puis notre invité qui vient d'arriver, Fadila Marroufi, diplômée en anthropologie, directrice de l'Observatoire des fondamentalismes de Bruxelles, et ce livre, Cacher cet islamisme, aux éditions La Boîte de Pandore. Bonjour, merci d'être avec nous. Oui, bonjour. Vous nous parlerez notamment aussi de ce qui s'est déjà, parce qu'on découvre un peu les procès, entre guillemets, hors normes, un peu tels que ceux-ci. Vous, il y a déjà eu, en fait, en Belgique, il y a quelque temps, on fera le parallèle avec vous dans un instant, c'est intéressant. Mais avant cela, on va se replonger sur cette terrible soirée qui a endeuillé la France, Félix Mathieu, et tout a commencé au Stade de France. Oui, match de foot France-Allemagne à Saint-Denis en présence du chef de l'État, François Hollande. Parce que soudain, peu après 21h... Oui, peu après 21h, des explosions retentissent. Des kamikazes se font exploser, tuant un passant. Première victime de cette terrible soirée. Peu après, dans Paris, sont tirées des rafales de Kalachnikov sur plusieurs terrasses parisiennes, tuant une quarantaine de personnes. Puis, peu avant 22h, les terroristes entrent dans le Bataclan et donc ouvrent le feu en plein concert du groupe Eagles of Death Metal. Ils tirent une rafale durant une vingtaine de minutes, des rafales tuant 90 personnes, puis prennent en otage les survivants 2 heures durant. Certains spectateurs parviennent à s'enfuir par les fenêtres. De son côté, le chef de l'État est évacué du Stade de France, stade barricadé le temps de la fin du match. Il demande aux officiels de rester sur place pour ne pas créer de panique dans l'enceinte sportive. Puis le président de la République prend la parole le soir même. Mes chers compatriotes, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Plusieurs dizaines de tués, beaucoup de blessés. C'est une horreur. Il annonce ensuite l'état d'urgence, la fermeture des frontières, tandis que les forces de l'ordre échangent des tirs avec les terroristes qui ont pris en otage les rescapés du Bataclan. L'assaut du raid sera donné peu après minuit. Les policiers entrent alors dans la salle de spectacle pour y découvrir l'indicible. Bilan total des attentats, 130 tués et plus de 400 blessés physiquement. 131 morts d'ailleurs en comptant un jeune rescapé qui s'est suicidé 2 ans après, reconnu comme victime directe par la justice. Merci Félix Mathieu. C'est terrible de se replonger en fait dans ces moments en fait de cauchemar, de tragédie complètement. Jean-Michel Fauvergue, je le disais en fait tout à l'heure, vous étiez patron du RAID. Donc à l'époque, Félix l'a dit, l'assaut du RAID sera donné à minuit. Vous êtes averti vers quelle heure? Immédiatement, vers 21h25, 30, qu'il se passe quelque chose? Bon, déjà, je voudrais rectifier, c'est l'assaut du RAID et de la BRI, les deux. Oui, absolument, les deux. Ouais. Moi, c'est un peu particulier parce que y a deux choses qui étaient particulières cette nuit-là. C'est que d'abord, j'avais deux commandants au stade, et dans le cadre de la préparation de l'Euro 2016 qui devait avoir lieu en 2016, et donc ils étaient là pour voir les dispositifs et travailler sur l'avenir. Et donc immédiatement, eux se déplacent là où il y a eu des explosions et ils voient exactement ce que c'est. Pour la première fois, je le rappelle, on a eu des kamikazes et donc ils m'avertissent en direct, et il s'avère aussi que à mon domicile, j'avais pour une soirée de cohésion, comme on faisait souvent, l'ensemble de la direction du RAID, de mes adjoints, leurs épouses, etc. Et donc ça m'a permis de distribuer les rôles assez rapidement et de partir rapidement. Donc pour moi et une partie de mes adjoints, chercher les colonnes du RAID à Bièvre, ouais, là où se trouve notre unité, et d'envoyer mon premier adjoint avec l'équipe rapide directement sur Paris, Beauvau. On ne savait pas que à cette heure-là le Bataclan n'était pas encore attaqué, donc à Beauvau, ce qui fait qu'on s'est divisé en deux assez rapidement et on a réagi vite dans ce domaine-là. J'ai réagi d'initiative parce que j'ai jamais été saisi moi d'une quelconque demande d'intervention. J'ai donc réagi d'initiative. Tout allait tellement vite. Voilà, oui, ça c'est tellement rapide, que je n'ai pas eu cette demande-là, mais on a réagi comme on sait le faire dans ces unités-là, au RAID, à la BRI, au GIGN, c'est-à-dire on réagit quasi d'initiative et on rend compte de ce qu'on fait. Donc, en combien de temps vous pouvez vous déployer ?
Alors, l'équipe rapide se déploie en 10 minutes. Enfin, est prête en 10 minutes et après, il faut qu'elle arrive sur place. Les colonnes d'assaut sont beaucoup plus lourdes, longues, plus costauds, avec des engins blindés, etc. On a une marge de 30 à 40 minutes pour se rendre sur place. Ce qu'il faut dire aussi à l'époque, c'est que quand même, il y avait des suspicions en fait, d'attaques terroristes, il y avait des menaces, et que par exemple, les équipes du RAID, depuis plusieurs semaines, vous vous entraîniez à des interventions en milieu urbain, potentiellement. Le RAID, c'est l'unité d'intervention de la police nationale, donc qui travaille essentiellement en milieu urbain, contrairement au GIGN, qui est l'unité d'intervention de la gendarmerie, qui est plutôt en milieu rural. Périurbain, etc. Oui, on s'entraînait et on faisait des entraînements communs aussi avec les trois unités, les 2 unités nationales, le RAID et le GIGN et la BRI à Paris. Oui, bien sûr, on a fait beaucoup d'entraînements, beaucoup d'exercices, parce que, rappelez-vous, quelques mois auparavant, je commandais l'ensemble de l'assaut. Je commandais à la fois la BRI et le RAID dans la formation FIPN, Force d'intervention de la police nationale, sur l'assaut de la porte de Vincennes. Là aussi, on a et depuis on s'était réentraînés tous ensemble, bien évidemment. Des questions, on le disait, il y avait Jacqueline qui était avec nous, auditrice. Bonjour Jacqueline, rebonjour. Oui, bonjour. Oui, j'ai entendu tout à l'heure que donc vos invités, qui sont des experts dans le domaine, attendaient des informations nouvelles de ce procès concernant comment les choses s'étaient organisées, tout ça. Et voilà, donc je suis un peu surprise parce que vraiment à les entendre, ils savent beaucoup de choses et je suis certaine que depuis ce drame, ils ont continué à rechercher et qu'ils savent encore plus de choses qu'à l'époque. Donc voilà. Donc sur quel point exactement il me semble qu'il y a un décalage entre ce que votre expert a dit, je n'ai pas retenu son nom. Éric Delbecq. Voilà, et les attentes par rapport à ce procès. Éric Delbecq. C'est pas, encore une fois, c'est pas au sens propre qu'on va découvrir des choses tomber de l'armoire ou du placard ou de la chaise, mais c'est une étape qui est toujours de bilan. Et ça permet de réfléchir à l'ensemble des éléments, d'en tirer quelques conclusions, donc c'est un aboutissement. Il y a un petit élément qui est intéressant, je crois que ça doit faire quelque chose comme 500 tonnes de poids de procédure, ce procès. Donc forcément, pour intégrer, en tirer des conclusions, c'est un travail sur des années. Donc ça ne veut pas dire qu'on va apprendre quelque chose de parfaitement inédit, ça permet de resserrer des boulons, de voir les choses différemment, d'avoir l'expression d'un ensemble d'acteurs dans un moment concentré. Donc forcément, vous avez une intelligence de situation plus grande. Oui, Fadila Maroufi, il y a eu un procès en Belgique déjà, c'était en février, me semble-t-il, où il y avait, je crois, des complices présumés du Bataclan. Qu'est-ce que l'on a appris justement? Est-ce qu'on a appris en fait des choses supplémentaires? Mais en fait, je pense que dans tous ces procès, on n'apprend pas réellement des choses nouvelles. En fait, je pense que c'est surtout important pour les victimes et pour les proches des victimes qui sont présents, qui ont besoin en fait de pouvoir faire leur travail en fait, qui est quand même assez douloureux. Et donc j'ai une pensée vraiment pour les vraies victimes, qui sont évidemment les personnes qui ont été touchées directement. Parce que je pense que ce soit en Belgique ou dans d'autres pays européens, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore pris vraiment la mesure au niveau politique quand on voit la manière dont les faits sont minimisés. On victimise souvent en fait les personnes. Comment ça, les faits sont minimisés? En fait, pas les faits, mais on victimise finalement les personnes qui ont commis ces attentats en réduisant, en expliquant leur enfance, leurs difficultés, etc. Mais quand on étudie chaque cas, chaque personne, d'ailleurs ils ont des profils très différents, on se rend compte que tout le monde n'était pas avec un profil socio-économique compliqué, que certaines personnes d'ailleurs avaient des affaires qui marchaient, etc. Et donc je pense qu'en tout cas au niveau de la Belgique, après ce qui s'est passé en France, la Belgique devait réagir à ce moment-là. Je ne pense pas qu'elle aurait fait si le monde entier ne s'était pas tourné vers Molenbeek. Oui, mais ce qui est intéressant, ce que disait Éric Delbecq tout à l'heure, c'est de savoir comment ils ont basculé et ce qui peut servir justement pour anticiper d'autres éventuels djihadistes qui pourraient sombrer dans ce genre d'action en fait. Mais ça fait depuis plus de 40 ans en fait qu'il y a un endoctrinement à Bruxelles et dans d'autres régions, on va dire, sur Paris. On le savait. Il y a eu des alertes de certaines personnalités de terrain, des travailleurs sociaux dont j'en fais partie. J'étais travailleuse sociale à l'époque. Des policiers aussi qui étaient sur le terrain, qui sont issus de l'immigration, qui ont attiré aussi l'attention.
Mais au niveau politique, il faut savoir qu'au niveau électoral, c'est plus important de compter sur une population qui est quand même repliée sur elle-même. L'éducation s'est faite au sein des familles, dans les quartiers, dans les mosquées, et pas seulement à l'extérieur. Oui, ce que vous voulez, vous, à travers en fait ce genre de procès aussi, c'est qu'on parle justement de la progression du fondamentalisme, etc., et que ce ne soit pas tabou. Parce que vous avez l'impression, vous avez travaillé, ce que vous dites, hein, et puis vous êtes directrice de cet observatoire des fondamentalismes à Bruxelles, vous avez l'impression que parfois, on n'a pas envie d'entendre et de voir la réalité. Tout à fait. Autant après les attentats à Paris, il y a eu en Belgique un sursaut, on va dire, de la population belge. Autant certains médias en ont parlé énormément, autant au bout d'un certain temps, on est vite tombé dans le côté victimaire, pas d'amalgame, et finalement les victimes seraient les musulmans, seraient quelque part ces personnes qui auraient commis ces attentats. Ils ont fait un choix. Il y a des tas de gens, des tas de jeunes qui ont aussi des difficultés, mais qui choisissent de ne pas basculer, qui choisissent justement de faire un travail, d'avancer dans la vie, etc. Donc je pense que c'était très réduit, très réducteur. Et très vite, finalement, on a fini par cacher, ne plus oser discuter de l'islamisme, puisque l'islamisme, en fait, l'islam politique qui a pris la place, et qui est devenu sur Bruxelles quelque chose de très important, qui s'est installé, qui a noyauté toutes les sphères en Belgique, que ce soit l'enseignement, que ce soit les politiques, que ce soit les médias, etc., ou les universités, finalement, on se rend compte que de plus en plus, on ne peut plus parler de l'islamisme, on ne peut plus parler du djihadisme sans se faire bannir. C'est paradoxal, quoi. Alors qu'il y a eu ces attentats. Jean-Michel Fauvergue. Oui, je voulais... Parce que aujourd'hui, vous êtes député, hein, je le rappelle, pour les auditeurs, après avoir été patron du RAID, justement. Oui, ce qui donne d'ailleurs une vue plus importante et plus large sur les événements. Et justement, je voudrais en parler. Vous avez dit que ce mouvement-là dans les pays européens date de plusieurs décennies. C'est vrai, c'est exact. Moi, je me rappelle qu'en 96, le RAID est intervenu à Roubaix sur des individus qui revenaient de Yougoslavie et qui étaient islamisés. C'était des islamistes. Il y a eu plusieurs blessés graves et ces islamistes se sont laissés mourir dans une maison en feu plutôt que de se rendre. Mais comme ils avaient fait des braquages auparavant, on avait effectivement à cette époque-là complètement minimisé l'affaire en disant ce sont des agresseurs, ce sont des braqueurs. Et là, des gens, le personnel politique, l'opinion publique, les médias aussi se fermaient les yeux dans ce domaine-là. Je voulais dire juste que en termes politiques, on a évolué sur un certain nombre de choses. Il y a très peu de gens qui ont dénoncé à un certain moment ce qui se passait auparavant. Les gens qui tournent boule la tête de ces terroristes-là, c'est-à-dire les frères musulmans, c'est-à-dire les salafis, c'est-à-dire les wahhabistes, c'est-à-dire les tablirs, etc., etc. Les seuls qui ont dénoncé ça, d'abord au départ, je me rappelle, c'était Kosciuszko mémorisé pendant la primaire de la droite. Ensuite, on a eu Valls qui s'est battu là-dessus et qui a amené ce message-là. Mais il s'est fait huer en particulier par l'extrême gauche et en particulier par Mélenchon. Et le dernier à avoir pris possession de ce discours-là de manière très forte, c'est le président de la République, avant la loi sur les séparatismes, sur le respect de la République, et qui a désigné les ennemis de la République. S'il avait été hésitant avant de faire son discours, hein, on va pas revenir dessus. Mais ce qui est important, c'est ce qui a été dit dans le discours. Et il a un discours... Et ensuite, ce qui sera fait. Effectivement, il y a eu un discours qui a été très cadré, qui désigne les ennemis de la République, que sont les frères musulmans, les salafistes, les wahhabistes, etc. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et il en a découlé la loi sur les principes de la République. Donc après, effectivement, il faut voir ce qui va être fait là-dessus, mais cette loi donne de nouveaux moyens. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette prise de conscience, c'est vrai ce que vous avez dit, madame, jusqu'à présent, la prise de conscience en France, là, pour l'instant, on est dedans. Et grâce à tout le monde, d'ailleurs. Je veux pas faire... on va voir ça avec Eric Delbecq sur les menaces et les organisations dans un instant, et avec vous, Fadila Maroufi, Jean-Michel Fauvergue, et puis vous, au 0826 300 300, avant d'avoir aussi des témoignages des familles des victimes dans un quart d'heure maintenant. Oui, il y a beaucoup de témoignages sur le compte Twitter qui vont dans votre sens, qui disent comme d'habitude il n'y aura aucune responsabilité des politiques alors que de graves négligences ont été commises. On en reviendra dans un instant. 9h18, 0806 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Les grands débats ce matin, Fadila Maroufi, qui est diplômée d'anthropologie, directrice de l'Observatoire de fondamentalisme de Bruxelles, Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du REL et aujourd'hui député LREM de Seine-et-Marne. Et puis avec nous Eric Delbecq, expert en sécurité d'intérieur et ancien directeur de sûreté de Charlie Hebdo. Oui, Eric Delbecq, vous vouliez réagir à ce que disait tout à l'heure Fadila Maroufi et également Jean-Michel Fauvergue. On parlait de ces organisations, c'est-à-dire qu'on a fermé les yeux pendant un petit bout de temps, ce que disait Fadila. Ensuite, dernièrement, on les a ouverts sur ce qui existe. Est-ce que on va jusqu'au bout en fait de ça et en regardant la réalité en face? On n'a jamais été jusqu'au bout. Alors, les procès peuvent aussi être une occasion intéressante pour ça, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de génération spontanée de terroristes. Ouais. C'est-à-dire que on fait semblant à chaque fois de découvrir, de reprendre des parcours biographiques. Mon Dieu, comment c'est arrivé? Alors, non seulement ça fait 40 ans, mais la filiation de ces gens-là, on la connaît très bien. Ouais. Elle a une origine, pas unique, mais en tout cas dominante, que sont les frères musulmans, qui ont été fondés en Égypte à la fin des années 20, qui sont développés dans les années 30. C'est pas comme si on savait pas que ces gens-là n'existaient pas. Je note sur les modalités d'organisation, on se dit toujours c'est nouveau. Non, c'est pas nouveau. Les frères musulmans ont un modèle pour se structurer dans les années 30, c'est les régimes totalitaires. Le fondateur des frères musulmans est un grand admirateur de Mussolini et d'Hitler. Donc en plus, c'est une idéologie totalitaire. Donc tout ça, on le sait. Pendant la guerre en Afghanistan dans les années 80, les Américains font semblant d'oublier ou ne savent pas forcément, parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont en termes de culture planétaire totalement avertis. Ils pensent que les Afghans sont des grands zélateurs des régimes démocratiques, laïques, etc. Alors que ce sont des fondamentalistes. Donc tout ça, on le suit depuis des décennies et des décennies, et on refuse de prendre des mesures collectivement, en tant que nation, enfin d'ailleurs pas que nous, et on ne veut pas comprendre que ce qui nous menace d'abord, c'est une idéologie, c'est sa transfiguration politique. Je rappelle que le CCIF, le Comité français contre l'islamophobie, est allé s'installer après en Belgique, et on n'arrive pas à les saisir politiquement et culturellement. On a des professionnels quand, c'est malheureux, mais quand il y a un attentat, on a des pros, ils savent faire. Je suis obligé de dire que c'est jamais le problème, l'intervention. Le problème, c'est de lutter au quotidien, contre des quartiers entiers qui sont salafisés au dernier degré, qui ne sont plus la République, et dans lesquels il y a une espèce de bain de culture, dans lequel 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, vous avez des djihadistes qui sortent de là tout frais moulus, qu'ils soient aller sur un théâtre d'opérations étrangères comme on l'a eu dans le passé, ou qui soit totalement sur le territoire de... Et j'en finis, une typologie sur laquelle je m'engueule toujours aimablement avec mes petits camarades des services de sécurité quand on parle d'acteurs projetés. C'est-à-dire projetés, par exemple, de Syrie vers nous. Non, moi, jamais je n'admettrai qu'ils sont projetés. Certains sont d'origine française, belge, c'est des retours à l'expéditeur. C'est nous qui les avons nourris. Ils sont allés faire un stage de perfectionnement, mais c'est du terrorisme maison. Fadila Maroufi, on se souvient, il y a eu des images impressionnantes aussi en Belgique où on s'est attaqué à ces réseaux, Verviers, Molenbeek, etc. Et puis, les auteurs des attentats, certes, venaient aussi de la région parisienne ou de Syrie, pour certains, mais aussi beaucoup de la Belgique, qui était une plaque tournante. Aujourd'hui, qu'en est-il en fait de ces réseaux? Est-ce qu'il y a toujours, est-ce qu'ils sont toujours là, assez discrets, dormants ou pas? Disons qu'après la pression au niveau international, évidemment, la Belgique a dû réagir. Je ne sais pas si elle aurait réagi dans le cas contraire, puisqu'on savait que ça existait. Des hommes et des femmes politiques ont quand même tout fait pour que justement Oussama Attar puisse être rapatrié en prétextant qu'il était innocent, etc. Alors, on rappelle qui est Oussama Attar. Donc c'est une des têtes, une des figures pro en fait qui ont organisé les attentats de Paris notamment. Voilà, c'est ça. Et donc oui, on savait finalement quelque part, on pouvait prédire, on pouvait savoir qu'il y aurait probablement des attentats qui pourraient arriver ici en Europe. Alors est-ce que aujourd'hui, est-ce que ces réseaux sont toujours là? Et vous me disiez. Mais en fait, voilà. Donc après les attentats, si vous voulez, il y a eu la Belgique a mis les moyens entre guillemets parce qu'il y a eu une pression et donc il fallait tout de suite trouver des moyens financiers, etc. Donc il y a eu des moyens financiers qui ont été mis en place. Par contre, il y a eu un manque de connaissances sur le terrain de la part des policiers, de la part de la sûreté, etc. Les moyens n'ont pas été donnés aux agents. Il n'y a pas eu de formation. Il y avait une méconnaissance
en tout cas de certains professionnels. Et finalement, il y a d'autres personnalités qui sont tout d'un coup apparues comme étant des bons sauveurs, et notamment des gens qui sont frères musulmans ou proches. Et puis, islamistes. par exemple, il y a l'association du CCIF qui a été dissoute donc, en France, il y a maintenant plus d'1 an, mais qui est réapparue, comme le disait Eric Delbecq, elle est à Bruxelles, c'est ça? Oui, en fait, il y a eu, en Belgique, où nous avons le CCIB, qui est le pendant du CCIF. Ils ont eu un soutien du CCIB, ils ont eu un soutien aussi d'une organisation européenne qui s'appelle l'ENAR, pour justement que le CCIF, donc ils les ont aidés à s'implanter à Bruxelles. Il faut dire qu'à Bruxelles, les islamistes ne sont pas arrêtés, ils continuent à propager en fait leur discours. Comment ça, de propager leur discours? Sur les réseaux sociaux, dans la rue? Non, c'est surtout, on peut le voir dans les mosquées, on peut voir dans les librairies islamiques, on retrouve des ouvrages comme Youssef El-Kardawi, elles ne sont pas interdits. Si vous allez dans les prisons, vous allez retrouver des ouvrages aussi problématiques islamistes et salafistes. Vous avez des imams au sein des prisons qui continuent à radicaliser. Et à radicaliser ceux qui ne le sont pas encore et subir des pressions. Nous avons des professeurs de religion islamique qui ne sont pas encore totalement encadrés, qui sont aussi, pour beaucoup, tiennent encore des discours, on va dire, islamistes. Évidemment, ça reste toujours dans le petit milieu. Ils ne s'expriment jamais ouvertement. Depuis 40 ans, ça a été comme ça. C'est-à-dire que ce sont des discours que moi j'ai connus petite, puisque avant d'être anthropologue, je suis aussi issue de l'immigration, issue de ces quartiers. J'étais travailleuse sociale. J'ai fait un travail de mémoire dans les mosquées un petit peu avant, pendant les événements de Charlie Hebdo notamment. J'ai vu comment on faisait aussi l'apologie et comment on soutenait le martyr. Donc pour moi, clairement, mais ça restait dans l'entre-soi, c'était pas des choses qui étaient dites à l'extérieur. Oui. Alors on a l'impression après effectivement qu'on découvre quelque chose, mais je ne pense pas qu'on le découvre. À l'heure actuelle, ça continue, on laisse faire, on essaye de minimiser un maximum, on victimise toujours une population, mais le discours intra-communautaire, l'entrisme existe toujours. Oui, Jean-Michel Fauvergue, vous êtes à l'origine de la loi sur le séparatisme en France, député en fait aujourd'hui. Quand vous entendez Fadila Maroufi, elle parle en fait de la Belgique, mais j'imagine qu'en France, il y a aussi un petit peu les mêmes sentiments parfois sur le terrain, ou la même toile qui est toujours en fait tissée, non? Oui, bien évidemment. Il suffit de lire l'excellent livre de Pupponi, qui était à l'époque un député socialiste et qui l'est plus, sur les Émirats de la République. Oui, mais ce que je voulais dire aussi, c'est que on parlait tout à l'heure de la faute des politiques, c'est toujours la faute des politiques, etc. Bon, c'est pas parce que je suis homme politique que je les défends absolument partout, mais c'est une faute collective. C'est une faute collective de l'ensemble de notre société, de l'opinion publique, des médias, de l'ensemble de la société. Et je veux rajouter, on parlait du CCIF, on a des organisations, des ONG, en particulier des ONG qui se targuent de défendre les droits de l'homme et qui maintenant défendent le CCIF, ce mouvement islamiste, etc. Et ce sont pour certaines des ONG qui sont apparues pour défendre à un certain moment Dreyfus dans l'affaire Dreyfus. Donc à un certain moment, ils ont loupé un tournant quelque part, et il faut se poser la question. Et c'est difficile de travailler quand vous avez une partie de l'opinion publique très très minime, mais une partie de la classe politique très minime, une partie de ces ONG très minimes, qui par contre dont le discours est repris à longueur de journée sur les médias, sur les réseaux sociaux, et qui construisent, cimentent un espèce d'esprit délétère dans nos sociétés, en Belgique comme en France. Et il faut y aller à coups de marteau-piqueur pour casser ces choses qui se sont installées là aussi sur le très long terme, et rétablir la réalité des choses. La réalité des choses, c'est ce procès qui arrive, c'est ce procès-là qui va nous la redonner. On va voir un dernier mot, Eric Delbecq, et puis ensuite les victimes. J'ai bien précisé tout à l'heure que c'était une faute de la nation. Je prends un seul exemple. Avant le drame de Samuel Paty, parce que ça c'est un peu restreint depuis, mais avant, dans l'éducation nationale, bon courage quand vous abordiez le thème de l'islamisme et du combat contre l'islamisme et en faveur de la laïcité. Donc je prends que c'est l'exemple, mais c'est très répandu. Ou dans des entreprises dans lesquelles, quand on avait un problème de respect des règles de laïcité, c'était un drame absolu, tout le monde était pétrifié de peur. Donc il y a vraiment une responsabilité collective, et c'est ça qu'on doit vaincre. On fait face à une montée du fascisme, il faut lutter
comme tel contre un phénomène de cette nature-là. Merci beaucoup Éric Delbecq, expert en sécurité intérieure. Jean-Michel Fauvergue, l'ancien patron du RAID, donc vous étiez patron du RAID à l'époque de cette intervention justement au Bataclan. Et Fadila Maroufi qui restera peut-être avec nous tout à l'heure pour nous accompagner jusqu'à 10h avec l'ensemble de nos invités, beaucoup plus cette fois-ci sur l'aspect victime. Et je rappelle les 3 livres, Cacher cet islamisme aux éditions La Boîte de Pandore, le GIGN et GIGN RAID de patron face aux nouvelles menaces aux éditions Mareuil de Jean-Michel Fauvergue, et Les Silencieux aux éditions, vous allez me dire, parce que c'est... Plomb, d'Éric Delbecq. Voilà, Plomb. aux éditions Plomb, bien sûr, Éric Delbecq. On se retrouve dans un instant. À tout de suite.